L'homme qui voulut sauver l'humanité, d'Isaac Asimov. J'ai une amie, Klotz, me dit un soir mon ami Georges, dans un soupir profond comme la tombe et sinistre. Je hochai la tête d'un air entendu. Les oiseaux de même plumage. Georges me jeta un coup d'œil surpris. Quel rapport avec la volaille? Vous avez vraiment chic pour sauter du coq à l'âne. Je vous mets cela sur le compte d'un intellect rigoureusement inadéquat. Maintenant, je dis ça par pitié, ce n'est pas un reproche. Très bien, fis-je. Admettons. Lorsque vous faites allusion à votre ami Klotz, c'est d'Azazel que vous voulez parler, sans doute. Azazel est le petit démon, ou l'extraterrestre, à votre convenance, de 2 cm de haut, dont Georges nous rabat les oreilles, ne s'interrompant que pour répondre à une question directe, toujours sur le même thème. Azazel n'est pas un sujet de plaisanterie, et je ne vois même pas comment vous avez pu en entendre parler, me répondit-il d'un ton glacial. Oh, j'ai dû me trouver à moins de 2 kilomètres de votre personne, un jour. Georges ne prêtait pas attention à cette réplique, mais me raconta l'histoire suivante. Le terme euphonique de Klotz me vient en fait pour la première fois aux oreilles lors d'une conversation avec mon ami Menender Bloch. Il est à craindre que vous ne l'ayez jamais rencontré, car c'est un universitaire distingué, et comme tel, il est plutôt sélectif dans le choix de ses relations, ce dont on ne saurait lui tenir rigueur quand on vous connaît. Le mot Klotz désignait, ainsi qu'il me l'expliqua, un individu maladroit, branque. Comme moi, me dit-il, ça vient du yiddish. Dans un sens littéral, ce mot désigne un bout de bois, une bûche, un bloc. Vous avez peut-être remarqué que je m'appelle Bloch. Et pourtant, fit-il avec un soupir monumental, je ne suis pas un Klotz dans toute l'acceptation du terme. Je ne suis pas de bois, pas plus que ce que l'on appelle un bûcheur, et je n'ai rien de bloqué. Je danse avec la légèreté du zéphyr et suis plus délié que le libellule. Tous mes mouvements ont une grâce de sylphe, et un grand nombre de jeunes personnes pourraient témoigner, si je jugeais prudent de les laisser faire, de mes dispositions pour les choses de l'amour. Je serais plutôt un Klotz à longue portée. Je ne suis pas personnellement affecté par ce phénomène. C'est tout ce qui m'entoure qui devient clusifique. Tout se passe comme si l'univers entier prenait ses propres pieds cosmiques dans les ficelles du tapis galactique. Si l'on voulait marier la langue grecque et le yiddish, je pense que l'on pourrait dire que je suis un téléklotz. Cela vous a pris il y a longtemps, Menender, demandai-je. Le jour de ma naissance. Mais je n'ai pris conscience de cette étrange caractéristique qu'à l'âge adulte, évidemment. Dans ma prime jeunesse, je considérais avec ingénuité ce qui m'arrivait comme la marche normale des choses. Avez-vous parlé de ceci avec quelqu'un d'autre? Allons, Georges, vieux camarade. Vous voulez donc qu'on me croie fou? Vous imaginez un psychanalyste, par exemple, confronté au phénomène de téléclutisme? Il n'attendrait pas la fin de la première séance pour me réserver une jolie chambre chez les agités de la citrouille et entreprendre un bel article sur la nouvelle psychose qu'il aura découverte. Non, cela aura pour seul résultat de lui permettre de gagner des argents énormes sur mon dos. Et je ne vais tout de même pas entrer au cabanon rien que pour permettre à une censure psychomédicale de s'en mettre plein les poches. Je ne peux en parler à personne. Alors pourquoi me racontez-vous tout ça à moi? Parce que d'un autre côté, je ne peux pas garder ça pour moi. J'ai l'impression que si je veux demeurer opérationnel, il faut que j'en parle à quelqu'un, n'importe qui. Et il se trouve que vous êtes le plus n'importe qui que je connaisse. Là, je ne voyais plus très bien où il voulait en venir. Mais ce que je voyais parfaitement, c'est que j'allais être, une fois de plus, en butte aux confidences d'un ami à qui je n'avais rien demandé. Je sais bien, ma compréhension, ma sympathie, plus que tout, ma discrétion sépulcrale sont proverbiales. Aucun secret placé sous ma bonne garde n'atteindra jamais les oreilles de qui que ce soit. Je fais une exception dans votre cas, naturellement, car il est de notoriété publique que vous avez toute la concentration d'un chiot de 5 semaines et une mémoire plus restreinte encore. Je fis signe au garçon de renouveler les consommations, en indiquant par un signe secret de moi seul connu, de les porter au compte de Menender. Au fond, toute peine mérite salaire.
Ces formalités effectuées, j'entrais dans le vif du sujet. Comment ce télécludisme se traduit-il, Menander? Sous sa forme la plus simple, celle aussi qui attira d'abord mon attention, il se manifeste dans le microclimat très spécifique qui accompagne tous mes déplacements. Je ne voyage pas beaucoup, mais toujours en voiture, et chaque fois, il se met à pleuvoir. Peu importe les prévisions météorologiques, même si le soleil brille d'un éclat particulièrement insolent au moment de mon départ, les nuages commencent invariablement à s'amasser puis à s'assombrir. Bientôt, il se met à crachiner, et en moins de 2, il pleut à seaux. Lorsque mon téléclusisme est d'une spéciale vigueur, le thermomètre tombe en chute libre, et c'est une tempête de neige que nous avons droit. J'essaie de ne pas prendre de risques, évidemment. Je refuse obstinément de prendre la voiture pour me rendre en Nouvelle-Angleterre, tant que le mois de mars n'est pas intégralement révolu. Au printemps dernier, je suis allé à Boston, un 6 avril. Eh bien, ça n'a pas raté. Nous connûmes le premier blizzard que le service météorologique de la ville ait jamais enregistré au mois d'avril depuis sa fondation. Une fois, je dérogeais à tous mes principes en tentant de me rendre à Williamsburg, en Virginie, un 28 mars. Je considérais, à tort, que je pouvais m'accorder quelques jours de grâce, compte tenu du fait que je descendais vers le sud. Ah! Il y eut ce jour-là 9 pouces de neige à Williamsburg, et les indigènes ne pouvaient se retenir d'écraser les flocons entre leurs doigts en se demandant les uns et les autres ce que pouvait bien être cette étrange substance. Je me suis souvent dit la chose suivante. Imaginons l'univers comme placé sous la responsabilité personnelle de Dieu. Si l'archange Gabriel avait le malheur de se précipiter en sa divine présence englobissant. Très saint. 2 galaxies sont sur le point de se rentrer dedans aux grands égrabouillements de tous les messieurs dames qui les peuplent. On verra assez bien Dieu répondre. Ne m'ennuie pas pour l'instant, Gabriel. Je suis occupé à faire tomber de la pluie sur Menander. Vous pourriez tirer profit de la situation, Menander, dis-je à ce stade de la discussion. Pourquoi ne pas monnayer substantiellement vos services comme faiseur de pluie dans les pays souffrant de la sécheresse? J'y ai bien pensé, mais cette seule idée suffit à assécher toute goutte de pluie qui pourrait tomber au cours de mes déplacements. D'ailleurs, si j'arrivais à faire pleuvoir au moment voulu, on aurait pu être sûr du résultat. Ça déclencherait un déluge catastrophique. Mais je ne suis pas seulement victime du temps, des embouteillages ou de la disparition des poteaux indicateurs. La vie à mon voisinage n'est qu'une perpétuelle récolte de guignes, un bombardement sans cesse, ni trêve de petites mistoufles, une forêt de gaffes, un ouragan de pensums inexplicable. Les objets coûteux se brisent spontanément en ma présence, ou échappent à la main de tiers sans que l'on puisse me reprocher quoi que ce soit. Il y a un accélérateur de particules d'un modèle très élaboré à Batavia, dans l'Illinois. Un jour, une expérience d'une importance cruciale rata par suite d'une défaillance parfaitement inexplicable dans la pompe à vide. Je fus seul à savoir, c'est-à-dire le lendemain, lorsque j'ai pris connaissance de l'incident en lisant le journal, qu'à l'instant précis de la panne, je me trouvais dans le bus qui passait au large de Batavia. Et il pleuvait, bien sûr. En cet instant précis, mon pauvre vieux, de vieilles bouteilles de vin de plus de 5 jours, vieillies dans le plastique, sont en train de tourner au vinaigre dans les caves de ce superbe établissement. Un quidam passant à l'instant près de cette table découvrira en rentrant chez lui que les tuyaux de sa cave ont explosé juste au moment où il passait près de moi. Sauf qu'il ne saura jamais qu'il passait près de moi à cet instant, et que ce frôlement aura été à l'origine du désastre. Et ainsi de suite pour être tétrachier d'accidents potentiels. Je suis une catastrophe ambulante. Au récit de ces mésaventures, il pleurait dans mon cœur comme il pleuvait sur lui toutes les fois qu'il prenait sa voiture. Et mon sang se cailla dans mes veines à l'idée que j'étais assez près de lui et que dans mon repère des catastrophes inimaginables étaient peut-être en train de se produire. Vous seriez en quelque sorte un porte-poisse, dis-je. Menander rejeta la tête en arrière et me toisa du haut de son nez, d'une façon des plus désagréables. C'est une façon triviale de voir les choses. La terminologie scientifique préfère, pour désigner ce phénomène, le mot téléclutisme. Bon, enfin, porte-poisse ou téléclutisme, si je vous disais que ce pourrait que je sois en mesure de vous débarrasser de cette malédiction.
Malédiction est le terme approprié, fit Ménander d'un ton lugubre. Je me suis souvent dit qu'au moment de ma naissance, une méchante fille courroucée ne m'avait pas de n'avoir pas été invitée au baptême. Seriez-vous en train d'essayer de me dire que vous pourriez supprimer les malédictions parce que vous êtes ma bonne fée marraine? Je ne suis pas plus votre marraine qu'une tante, répondis-je d'un ton rigoureux. Mais supposez plutôt que je puisse remédier à cette malédiction, cet état qui est le vôtre. Comment, au nom du ciel, pourriez-vous y parvenir? Le nom du ciel n'est pas exactement celui que j'invoquerai, répondis-je. Mais qu'en penseriez-vous? Qu'est-ce que vous auriez à y gagner? Demanda-t-il d'un ton tout à coup plein de suspicion. Le sentiment réconfortant d'avoir aidé à sauver un ami d'une existence horrible. Ménander considéra un instant la proposition et secouant enfin la tête avec fermeté. Ce n'est pas suffisant. Bien sûr, si vous voulez m'offrir un petit pécule. Non, non, je ne songerai jamais à vous insulter de la sorte. Allons, offrir de l'argent à un ami, qui attribuerait une valeur taxable à l'amitié. Comment pouvez-vous penser cela de moi, Georges? Ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffirait pas de me débarrasser de mon téléclutisme. Il faudrait faire quelque chose de plus. Mais que pourrait-on faire de plus? Réfléchissez. Depuis l'heure de ma naissance, il ne s'est pas passé de jour que Dieu fasse, et on avouera que le bougre en a fait quelques-uns, que je ne me comporte comme un fléau ambulant, en tirant toutes sortes d'inconvénients sur la tête de mes contemporains, du simple contretemps à la catastrophe de première grandeur. Mais si je ne pouvais plus apporter la malchance à une seule personne à partir de cet instant, l'idée du mal que j'ai fait jusque-là, alors même que c'était rigoureusement involontaire et que l'on ne pourrait jamais m'en attribuer la responsabilité, m'est devenue insupportable. J'ai besoin de quelque chose qui me permettra d'annuler tout cela. Quoi, par exemple? Il faut que je sois en position de sauver l'humanité. Sauver l'humanité? Qu'est-ce qui pourrait compenser les méfaits incommensurables que j'ai provoqués? J'insiste, Georges. Si vous devez me débarrasser de ma malédiction, remplacez-la par la faculté de sauver l'humanité en cas de crise majeure. Je ne suis pas sûr de pouvoir. Essayez, Georges. Ne vous dérobez pas devant vos responsabilités, l'affaire est grave. Si vous devez faire quelque chose, faites-le bien, c'est ce que je dis toujours. Pensez à l'humanité souffrante, mon vieux. Attendez un peu, répondis-je alarmé. En gros, vous vous déchargez de toute l'affaire pour la remettre sur mes épaules. Bien sûr, cher camarade, répondit Ménander. Mais vous avez de bonnes épaules bien larges, propres à supporter toutes sortes de fardeaux. Rentrez chez vous, Georges, et débrouillez-vous pour me débarrasser de cette malédiction. Vous croulerez sous les bénédictions d'une humanité reconnaissante. Sauf que personne n'en entendra jamais parler, bien sûr, parce que je me garderai bien de raconter cela à qui que ce soit. Votre bonne action n'aura pas à rougir de la publicité. Vous pourrez me faire confiance. Je ne vous ferai pas de réclame. Il y a dans une amitié désintéressée quelque chose de merveilleux et que rien sur terre ne pourrait égaler. Je levai aussitôt l'ancre pour me mettre à l'ouvrage, quittant le restaurant avec une telle précipitation que j'en oubliai de régler ma part de l'addition. Par bonheur, lorsque Ménander s'en rendit compte, j'étais à quelques encablures de là. J'eus du mal à entrer en contact avec Azazel, et lorsque j'y parvins, il était de fort méchante humeur. Son corps de 2 centimètres de haut était nimbé d'une lueur rosâtre, et c'est une petite voix flûtée qu'il me dit « Il ne t'est jamais venu à l'idée que je pourrais être en train de prendre une douche? » Il émanait en effet de lui une vague odeur d'ammoniac. Il y a assez sérieusement urgence au Tout-Puissant pour qui il n'y a pas de nom, dis-je avec humilité. Ça va, avec ton sac. Oui, je t'en prie, tâche de ne pas y passer la journée. Certainement, répondis-je en traçant les grandes lignes de l'affaire avec l'admirable concision qui m'est accoutumée. Ah ah, fit Azazel, pour une fois tu me soumets à un problème intéressant. Vraiment? Tu veux dire qu'il y a vraiment des choses comme le téléclutisme? Évidemment. La mécanique quantique met clairement en évidence le fait que les propriétés de l'univers sont dans une certaine mesure fonction de l'observateur, tu vois. De même que l'univers affecte celui qui l'observe, celui-ci affecte son environnement. Il arrive qu'il ait un effet négatif sur son entourage, ou tout au moins sur certains autres observateurs. Ainsi donc, une personne donnée peut accélérer le passage à l'état de supernova d'une étoile, ou risque d'irriter les individus qui se trouveraient à ce moment-là dans une proximité inconfortable du corps astral en question.
Ah, oui, j'y songeais, justement. En attendant, tu peux faire quelque chose pour mon ami Menendar, en annulant cet effet d'observateur quantique, par exemple. Oh, mais sans problème, c'est l'affaire de 10 secondes. Et après cela, je pourrais retourner sous la douche au rythme de l'Ascorati, auquel j'entends bien me livrer avec 2 sémini d'une inconcevable beauté. Attends, c'est pas suffisant. Ne fais pas l'imbécile, 2 sémini, ça suffit parfaitement. Seul un obsédé pour en vouloir 3. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'il ne suffit pas de débarrasser de son téléclutisme Menendar. Il voudrait aussi que l'on lui donne les moyens de sauver l'humanité. Je crus l'espace d'un instant qu'Azazel allait oublier une aussi longue amitié, et tout ce que j'avais fait pour lui en lui fournissant des problèmes aussi intéressants, qui avaient probablement servi au perfectionnement de son esprit et de ses pouvoirs magiques. Je ne compris pas un traître mot à ces imprécations, car il n'articula rien qui ressemblait à des vocables classés. Mais ce que je puis dire en tout cas, c'est que sa langue évoque beaucoup des scies grinçants sur des clous rouillés. Finalement, après s'être refroidi et avoir retrouvé une couleur rouge sombre, il dit « Et comment veux-tu que je fasse ça maintenant? Serait-ce trop en demander à l'apôtre de l'inconcevable? Tu parles. Enfin, voyons un peu. » Il réfléchit un moment et éclata à nouveau. Mais qui, au nom de l'univers, pourrait avoir envie de sauver l'humanité? Quel intérêt? Vous polluez tout le secteur. Enfin bon, je crois que c'est possible. Ça ne prit pas 10 secondes. Ça prit une demi-heure. Et une demi-heure très pénible, car Azazel la passa en majeure partie à ronchonner et le reste du temps à s'interrompre pour se demander si les sémini allaient l'attendre. Mais il finit par y arriver. Je n'avais plus évidemment qu'à vérifier l'efficacité du traitement sur Menendar Block. Ce que je fis lorsque je le revis quelques jours plus tard. « Vous êtes guéri, lui dis-je. »« Vous savez que vous m'avez collé l'addition l'autre soir, me répondit-il avec un regard noir. C'est sûrement un point de détail, compte tenu du fait que vous êtes guéri. Je n'ai absolument pas l'impression d'aller mieux. Allons. Nous allons faire une petite promenade en voiture. C'est vous qui conduisez. Il y a déjà des nuages. Je vous parlais d'une guérison. Allons, qu'est-ce que vous avez à perdre? Il sortit la voiture de son garage. Un homme qui passait de l'autre côté de la rue ne trébucha pas sur une poubelle bien garnie. Menendar emprunta la rue. Le feu ne passa pas au rouge juste devant lui, et au carrefour suivant, 2 voitures se croisèrent, à une distance confortable, ne se rentrant absolument pas dedans pour la circonstance. Lorsqu'il arriva au pont, les nuages s'étaient dégagés, et un chaud soleil brillait à la verticale de la voiture. Mais pas dans ses yeux. Lorsque nous revînmes à la maison, il pleuvait sans retenue, et c'est moi qui rentrai la voiture dans le garage, les raflant quelque peu au passage. Après tout, ce n'était pas moi qui venais d'être guéri de mon téléclutisme. Et puis, ça aurait pu être pire, j'aurais pu rayer ma propre voiture. Il ne me lâcha plus pendant les quelques jours qui suivirent. Il est vrai que j'étais seule à pouvoir prendre la mesure du miracle. Je suis allée à une soirée, me dit-il par exemple. Et les couples ne se sont pas marchés sur les pieds en dansant, et ils ne sont pas tombés en se cassant au sol, en se cassant un col du fémur ou 2. J'ai pu danser, tenir un elfe, avec le plus total abandon, et à aucun moment ma partenaire n'a eu envie de vomir, alors même qu'elle avait ingurgité des quantités parfaitement inconsidérées de nourriture. Quand ce n'était pas, au travail, ils ont installé un nouveau système d'air conditionné, et il n'est pas tombé une seule fois sur les pieds d'un ouvrier, lui broyant irrémédiablement les orteils. Ou encore, je suis allée voir un ami à l'hôpital, chose que je n'aurais jamais osé faire auparavant, et dans aucune des chambres devant lesquelles je suis passée, les aiguilles de perfusion n'ont jailli de la moindre veine, pas plus qu'une seule seringue hypodermique n'a manqué le but cherché. « Vous êtes sûr, me demanda-t-il abruptement de temps à autre, que j'aurai l'occasion de sauver l'humanité? »« Mais certainement, répondais-je, ça fait partie du traitement. » Mais il vint à ma rencontre, un jour, le front paré d'une ride. « Il faut que je vous parle, me dit-il. Je sors de la banque où j'étais allé pour demander la position de mon compte, qui est un peu plus bas qu'il ne devrait à cause de cette façon que vous avez de quitter les restaurants sans attendre l'addition, et je n'ai pas pu obtenir de réponse, l'ordinateur étant tombé en panne au moment précis où j'entrais dans l'agence. Tout le monde se demandait ce qui était arrivé. Le traitement cesserait-il d'agir? Impossible, répondis-je, ça n'a sûrement rien à voir avec vous.
Peut-être un autre téléclote non traité se trouvait-il dans les parages, à moins qu'il ne soit entré en même temps que vous? Seulement, ce n'était pas ça. L'ordinateur de la banque était tombé en panne à 2 autres occasions, alors qu'il voulait vérifier son compte en banque. Sa nervosité quant aux sommes modiques que j'avais omis de régler me paraissait quasiment nauséeuse chez un homme adulte. Finalement, c'est l'ordinateur de la société dans laquelle il travaillait qui tomba en panne, alors qu'il passait devant la salle d'informatique. Et il vint me voir en proie à ce que je décrirais comme une intense panique. « Ça recommence, je vous assure, ça recommence, se mit-il à glapir. Mais cette fois, je ne pourrai pas le supporter. Plus maintenant que je suis habitué à ce que tout soit normal. Je ne retrouverai pas mon ancienne existence, il faudra que je mette fin à mes jours. Mais non, Menendez. Ça va trop loin, là. » Il semblait retenir un nouveau beuglement pour méditer la pertinence de ma remarque. « Vous avez raison, ça va trop loin. Je crois plutôt que je vais vous tuer, vous, après tout. Vous me manquerez à personne, et je me sentirai sûrement un petit peu mieux après. » Là, je ne suivais pas son raisonnement jusqu'au bout. « Avant que vous entrepreniez quoi que ce soit, dis-je doctement, je voudrais vérifier tout cela. Je ne vous demanderai qu'un instant de patience, Menendez. Au fond, jusqu'à présent, il n'y a eu qu'un instant ou deux, et seulement avec des ordinateurs. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, des ordinateurs? » Je m'éclipsais avant qu'il ait eu le temps de me demander comment il pouvait espérer connaître l'état de ses finances si les ordinateurs déclaraient tous forfaits sitôt qu'il approchait. On aurait dit qu'il faisait une névrose sur la question. De même qu'Azazel, mais sur un autre thème. Cette fois, l'animal était apparemment en train de se livrer aux activités auxquelles on se livre ordinairement avec 2 sémini, quelles qu'elles fussent, et lorsqu'il arriva, il faisait des galipettes sur place. Ne me demandez pas à quel niveau les galipettes interviennent dans l'affaire, je ne le sais pas encore aujourd'hui. Je crois bien qu'il ne se calma jamais tout à fait, mais il parvint malgré tout à m'expliquer les tenants et les aboutissants de l'affaire. Je n'avais plus qu'à tenter à mon tour de faire comprendre la chose à Menendez. J'insistais pour le rencontrer dans le parc. Je choisis ici un endroit passablement fréquenté, car je voulais pouvoir compter sur une assistance immédiate s'il perdait la tête, au figuré bien sûr, et tentait de me faire perdre la mienne au sens propre. « Menendez, lui dis-je, votre téléclutisme est radicalement inactivé, et pour toujours, sauf sur les ordinateurs. Uniquement sur les ordinateurs. Vous avez ma parole à ce sujet. Vous êtes guéri pour tout le reste et à jamais. » « Eh bien, guérissez-moi pour les ordinateurs aussi. Il se trouve, Menendez, que c'est impossible. Vous n'êtes pas guéri pour le hardware, à moins que ce ne soit le software, et vous ne le serez jamais. » Je m'efforçais de chuchoter le plus bas possible cette dernière partie de phrase, mais il l'entendit tout de même. « Pourquoi? » « Mais qui est-ce qui m'a fichu une espèce de cervelle de lapin goitreux, d'imbécile, omniclusistique, derrière-train de chameau dysentérique à la graisse de rhinocéros comme ça? On pourrait croire à vous entendre qu'il en existe plusieurs races, ce qui n'a pas de sens, Menendez. Vous ne vous souvenez donc pas que vous vouliez sauver le monde, et vous ne comprenez pas que c'est à cause de cela que tout est arrivé? Non, je ne comprends pas, et vous allez m'expliquer tout ça. Prenez votre temps, vous avez 15 secondes. Allons, on se calme. L'humanité est confrontée à une explosion informatique. Les ordinateurs vont très vite devenir de plus en plus polyvalents, toujours plus intelligents et capables d'accomplir des tâches sans cesse plus nombreuses. Les êtres humains en seront irréparablement dépendants. Un jour, les hommes finiront par construire un ordinateur qui dominera le monde et ne leur laissera plus rien faire. À ce moment-là, il se pourrait bien qu'ils décident de se débarrasser d'eux pour de bon, puisque aussi bien il ne lui serait d'aucune utilité. Évidemment, avec la suffisance qui nous caractérise, nous nous disons que nous pourrons toujours débrancher la prise si les choses se gâtent. Mais futés comme vous êtes, vous savez bien que nous n'en serons pas capables. Un ordinateur assez intelligent pour faire le travail du monde entier, sans ceux qui le peuplent, saura défendre sa propre alimentation électrique et de la même façon trouver l'énergie qui lui est indispensable. Cet ordinateur sera inoxydable et l'humanité irrémédiablement condamnée. Et c'est là, mon ami, que vous intervenez. Vous serez mis en sa présence, ou bien peut-être ferez-vous simplement en sorte de passer à quelques kilomètres de lui. Il tombera instantanément en panne et l'humanité sera sauvée. L'humanité sera sauvée. Pensez à cela, Menendez, pensez-y.
Menanda y pensa, de l'air d'un homme point arrivé à son summum de ravissement. En attendant, je ne peux pas approcher d'un ordinateur. C'est, répondis-je, qu'il fallait absolument verrouiller votre informatique Ludips et le rendre irrévocable, afin d'être sûr qu'au moment voulu, rien ne tournerait mal et que l'ordinateur sera en quelque sorte sans défense devant vous. C'était le prix à payer pour ce grand don de vous-même que vous avez personnellement exigé et pour lequel votre nom sera honoré dans l'histoire à venir. Vraiment, dit-il. Et quand ce sauvetage doit-il avoir lieu? D'après mes sources, il devrait se produire d'ici une 60aine d'années à peu près. Bon, le côté positif de la chose, c'est que vous savez maintenant que vous vivrez au moins jusqu'à l'âge vénérable de 90 ans. Mais en attendant, reprit Menendez en élevant la voix, oublieux du public qui se retournait pour nous considérer avec intérêt. En attendant, le monde se dotera de plus en plus d'ordinateurs et je serai incapable d'approcher d'un nombre sans cesse croissant d'endroits. Le nombre de choses que je serai dans l'incapacité de faire ira en augmentant. Et tout se passera comme si je me retrouvais, par ma propre faute, dans une prison totale et absolue. Mais vous finirez un jour par sauver l'humanité, c'est ce que vous vouliez. L'humanité peut toujours crever, hurla Menendez en se levant tout à coup pour se jeter sur moi. Si je parvins à m'enfuir, c'est uniquement à l'intervention de braves gens qui se trouvaient à passer dans les environs et qui s'emparèrent du pauvre garçon que je le dois. Aujourd'hui, Menendez est sous analyse profonde avec un psychanalyste freudien de l'espèce la plus déterminée, ce qui lui coûtera une fortune assurément et ne lui fera rigoureusement rien, bien entendu. Ayant terminé son récit, Georges plongea son regard dans les abîmes de la chope de bière qu'il avait sifflée à la vitesse de l'éclair, lancée d'une main sûre. Il y a une morale à cette histoire, dit-il. Laquelle? On n'imagine pas à quel point les gens peuvent être ingrats, tout de même. Et voilà, c'est ce qui termine l'histoire pour aujourd'hui. À la prochaine, bonne journée!